Hello les ballers, bienvenue sur Alien Basketball. Aujourd'hui je porte le maillot de rugby de l'équipe de France parce que bientôt il y a la Coupe du Monde de rugby et je voulais faire un petit hommage à cette Coupe du Monde et j'espère que la France ira loin. En attendant, aujourd'hui on se retrouve pour le groupe H, le groupe avec l'équipe de France dans laquelle on retrouvera aussi la Lettonie, le Liban et le Canada. On a pas mal de choses à dire, surtout sur l'équipe de France, donc let's go! Alors on commence avec le Liban dont la star est Wael Arakji, aujourd'hui qui est au rang FIBA numéro 43. Alors il faut savoir une chose, c'est que le Liban s'est quand même qualifié en gagnant 7 matchs consécutifs et que c'est la 4e apparition en Coupe du Monde FIBA. Alors ils ont souvent été quand même dans les derniers du classement, je crois qu'en 2002 ils étaient 16e sur 16, en 2006, ils ont fini 17e sur 24 et en 2010, ils ont fini 20e sur 24. Alors, chose un peu amusante, c'est que quand j'ai regardé un de leurs matchs, ils ont un numéro 4 qui m'a fait plutôt rire au début, parce que quand je l'ai vu arriver sur le terrain, j'ai cru que c'était plutôt un joueur de rugby, comme on dit, un beau bébé, bien en forme. Mais finalement, en fait, il a un vrai shoot, il est assez intéressant, il a une belle vision du jeu. Et d'ailleurs, il m'a fait penser un peu à ce joueur qui avait été la personne en face de Wemby au final du mondial U19. C'était un certain Kenneth Lobson Jr., qui est un joueur très sous-estimé en NBA, d'ailleurs qui n'a même pas été drafté à l'époque. Eh bien, il m'a fait un peu penser à ce joueur-là. Et donc, du coup, au final, la chose où je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'il fout là ? Au final, c'est transformé en en fait, c'est un vrai joueur de basket. Alors aujourd'hui, le Liban, ils ont perdu la majorité de leurs matchs de préparation. Ils n'ont battu que l'Iran, et puis ils ont été battus par la Côte d'Ivoire, puis ils ont été battus ils ont battu l'Égypte, ce qui était plutôt impressionnant, et enfin, ils se sont grandement inclinés face au Mexique. Donc 2 sur 4 pour eux, une préparation, on va dire, en dents de scie, mais globalement, une équipe à regarder, mais qui n'aura pas, je pense, les armes d'aller chercher mieux qu'une 4e place dans ce groupe. On continue avec le Canada, dont la star est Shai Gilgeous-Alexander, qui joue qui est le franchise player de OKC. OKC, qui a de nombreux joueurs qui seront là durant la FIBA World Cup, puisqu'on a aussi le joueur star de l'Australie, Josh Giddey, et puis on a dans la même équipe Luguentz Dort, qui joue lui aussi à OKC et qui joue aussi pour le Canada. Alors ils sont un rang FIBA numéro 15. Globalement, ils sont underrated. Pour moi, c'est une des équipes les plus fortes de cette Coupe du Monde. Ils ont un équilibre quasi parfait. Ils ont des joueurs à l'intérieur, ils ont des joueurs à l'extérieur, ils ont des créateurs, des shooters, et en défense, c'est très 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 fort. Alors dans cette équipe du Canada, on va retrouver des joueurs comme R.J. Barrett, un joueur que j'apprécie énormément, qui joue à New York et qui est en train de devenir le franchise player derrière Jalen Brunson de New York. On va retrouver aussi Dillon Brooks qui est un joueur détesté en NBA, mais pour une seule et simple raison, c'est que c'est un très fort défenseur et c'est le genre de joueur qu'on n'a pas envie de jouer, et en plus c'est un trash talker. Au-delà de ça, Luguentz Dort, très bon en catch and shoot, un beau physique, capable d'une très forte défense et aussi de scorer. Shai Gilgeous-Alexander, la star de l'équipe, qui lui à tout moment peut prendre feu, qui a été un petit peu en dedans, je trouve, durant sa préparation. Kenny Olynyk, un poste 4 qui est capable de shooter et aussi de rentrer en post-up. Et des joueurs après, vous avez ce qui va manquer peut-être de temps en temps, c'est un peu de banc. Même si on a vu durant cette préparation que les joueurs de banc ont clairement apporté leur participation et ont été sincèrement plus qu'au niveau. J'adore aussi ce joueur Dwight Powell, qui lui maintenant a 32 ans et joue aux Mavs. C'est un joueur assez grand puisqu'il fait 2m12. Et donc c'est important, le Canada a aussi de la taille à l'intérieur. Équipe très équilibrée, qui a fait une excellente préparation. Donc ils ont perdu leur premier match face à l'Allemagne, mais ils sont allés les battre 4 jours plus tard chez eux. Et ils sont accrochés au terme de prolongation, donc ce qui veut dire que ce sont des joueurs, l'équipe a vraiment envie d'aller jusqu'au bout. Alors effectivement, manque d'expérience FIBA, manque d'expérience entre eux, mais il y a quand même déjà quelques joueurs qui jouent, typiquement Luguentz Dort et Shai Gilgeous-Alexander jouent déjà ensemble à OKC. Ils ont
très bien battu la Nouvelle-Zélande, hein, plus de 30 points. Ils ont battu l'Espagne, et ça, c'est quand même pas négligeable. Et enfin, ils sont allés perdre contre la République dominicaine. Sincèrement, j'ai regardé le match, c'était compliqué. Il n'y avait pas un shoot qui rentrait. Et c'est là où on voit que le manque d'expérience FIBA, dans ce cas-là, peut être significatif. S'ils sont dans un jour sans, ils peuvent être battus. Mais globalement, je pense que ça va leur servir de leçon et que quand ils vont se retrouver dans la compétition, ils vont pas lâcher un match. Je les vois aller très très loin. Et d'ailleurs, je vais vous surprendre. Je les vois numéro 1 de ce groupe. Je les vois nous battre en poule. Et je les vois battre la France, et je vois la France, justement, du coup, se servir de cette leçon, un peu comme ce qui s'est passé lors de l'Euro avec la défaite face à l'Allemagne, mais je vois exactement le même type de choses se remettre en place, hein, le même type de schéma, même si aujourd'hui l'équipe, on va y venir à la France, mais l'équipe est différente, mais globalement, je vois le Canada sortir premier de son groupe, et après, avec l'expérience FIBA, globalement, ils vont avoir un peu plus de difficultés dans la suite du parcours. Mais je les vois très très forts. Pour moi, c'est une équipe qui est ultra dominante et que je vois clairement qui fait aussi partie de mon top 4, top 5 de cette Coupe du Monde. On continue pour cette poule avec la Lettonie. La Lettonie, dont la star est Porzingis, a.k.a. la licorne blessée, et qui sont au rang FIBA numéro 29. Pour la fun fact, ils sont juste devant la Belgique au niveau classement mondial, qui est, elle, du coup, 30e. Alors Porzingis, finalement, ne jouera pas cette FIBA World Cup. C'est celui qu'on appelait la licorne, hein. C'est un joueur très grand, je crois qu'il fait plus de 2m20, capable de shooter à 3 points, de dribbler, etc. Donc c'est un très très fort joueur, mais qui a les problèmes de tous les très grands. Il est souvent blessé. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui est revenu dans l'analyse de Wembanyama et dans la peur de ce qui pouvait arriver en NBA, parce que Porzingis, à l'époque, c'était déjà un petit peu cette idée qu'une licorne était en train de naître, une licorne européenne au niveau de la NBA. Puis finalement, ça reste un franchise player, ça reste un joueur extrêmement bon, mais ce n'est pas un joueur qui est arrivé au niveau auquel on l'attendait à cause des blessures, et ce qui fait qu'il loupera du coup cette compétition. Alors, ils vont pouvoir compter quand même sur les frères Bertens, dont Davis Bertens, hein, qui joue, je crois, au KC, qui joue au Mavs, et qui joue maintenant au KC, qui est un excellent joueur, assez élégant, et ils ont une équipe avec quand même quelques joueurs. Dans le roster, on retrouve pas Seknik, donc l'autre frère Bertens, Darius Bertens, dont des joueurs de devoir, ou Klavs Kavars, des joueurs de devoir qui sont capables, qui ont créé du lien, en tout cas, pendant cette préparation. Parce qu'ils ont fait, faut pas se louper, ils ont fait une excellente préparation, les Lettons. Ils ont battu la Suède, bon, c'est tout à fait logique, puis ils ont battu de plus de 20 points, de 25 points, la Géorgie, et puis ils sont allés battre la République dominicaine, ils ont explosé la Finlande, ce qui était d'ailleurs beaucoup plus surprenant, ils ont explosé de 37 points, et ils sont allés battre Puerto Rico de 22 points. Alors, eux aussi, ils ont une équipe très très équilibrée durant cette préparation, où finalement, chacun a pris un peu le lead au niveau du scoring, et sur chaque match, eh bien, effectivement, on remarque que le leader n'est pas le même. À un moment, c'est Smith, à un moment, c'est Skelly, à un moment, c'est Darius Bertens, puis c'est de nouveau Smith, et enfin, Arthur Zegard. Et ils ont un dernier match demain, logiquement, enfin le 22 août, à mon avis, quand ça sortira, ça sera déjà passé contre la Lituanie. Pour moi, ça, c'est le vrai match référence pour eux, qui permettra de voir leur réel niveau. Est-ce que sans Porzingis, ils vont pouvoir embêter la France et le Canada? Moi, sincèrement, je ne le pense pas, et globalement, je les mets à la 3e place. On finit cette série de vidéos par mon équipe de cœur, comme vous l'avez compris, je suis français, et donc on finit par la France de Rudy Gobert, qui est au rang mondial numéro 4. Alors déjà, première chose, il y a eu pas mal d'analyses qui ont été faites sur l'équipe de France en francophone, ce qui est assez logique. Allez voir que ce soit Trash Talk, que ce soit le 6e homme, ils ont fait d'excellentes analyses sur l'équipe de France. Il y en a un aussi qui a fait, je trouve, une analyse assez pertinente sur la construction de l'équipe de France, c'est Process Corporation. Il allait lui donner de la force, il a fait un excellent travail à ce niveau-là. Alors dans l'analyse, moi je vais surtout rentrer sur des aspects
qui me touchent plus. Donc déjà, j'ai trouvé que c'était extrêmement dommageable qu'on perde Franck Ntilikina en ce début de préparation, parce que déjà, il faisait une excellente préparation et il revenait super bien, que ce soit au niveau du jeu, au niveau défensif. Il apporte énormément. Meneur défensif, on en a peu, et c'était lui. Et au-delà de ça, il mettait ses paniers à 3 points. Donc je trouvais qu'il faisait une excellente préparation, et je suis extrêmement déçu de ne pas le voir de French Prince, parce que c'est un joueur en plus que j'apprécie énormément. Alors j'ai hâte de voir Mathias Le Sort, puisqu'on nous a dit que Mathias Le Sort allait arriver en équipe de France, malgré la blessure. Bon, globalement, on ne le verra pas, je pense pas, on verra bien. Au-delà de ça, on ne verra pas non plus Wembanyama, qui l'a expliqué il y a longtemps, se préparer pour sa saison NBA, on le comprend. Je crois que ça faisait 120 matchs sur l'année, il serait arrivé aux Jeux Olympiques complètement carbonisé. Pour l'instant, ils avaient fait quasiment un parcours sans faute, à part une défaite contre l'Australie. J'ai trouvé que l'apport, par rapport à l'Euro, l'apport de Nicolas Batum et Nando De Colo, clairement avait step up l'équipe, globalement. Nicolas Batum, c'est un lion extraordinaire, c'est un joueur de collectif, et Nando, c'est un dynamiteur. À n'importe quel moment, il peut faire la bonne passe, le bon shoot. On sent que cette équipe de France est bien supérieure à ce qu'elle a été pendant l'Euro. En tout cas, on ne retrouve plus ces erreurs de perte de balles. C'était une grosse problématique qu'a eu la France, et d'ailleurs ça s'est vu, l'Espagne en finale a utilisé ses pertes de balles et nous a largement battus là-dessus. Globalement, cette problématique, je ne l'ai quasiment pas vue. J'ai trouvé bonne défense et ça m'a donné plutôt confiance pour la suite. Alors le match de l'Australie, il a ses défauts, mais ils ont lâché le match en fin de match, même si Evan Fournier fait un match extraordinaire. D'ailleurs, je suis très content de retrouver Evan Fournier à ce niveau-là. C'est très chouette parce que on l'a pas vu cette année avec les Knicks. Là, on voit un Evan Fournier épanoui, qui adore l'équipe de France, qui adore les compétitions avec l'équipe de France, et c'est un plaisir fou de le voir jouer comme ça, face à l'Australie, même si c'est une défaite, c'est 29 points d'Evan Fournier, 3 points de son record personnel en équipe de France. Donc on retrouve notre Vavane, et quand il y a de l'adversité, il est là. Donc ça, c'est extrêmement rassurant aussi. Le gros souci que l'équipe de France doit pouvoir régler à ce niveau-là, c'est une sorte de double souci, j'appellerais, en fait, c'est plutôt la transition, donc la défense offensive, et la transition et la défense à l'extérieur. Globalement, le premier problème, c'est le rebond offensif. On voit qu'on a des intérieurs ultra dominants, et quand les ballons sortent un petit peu vers l'extérieur, ils sont directement récupérés par l'équipe adverse. Nos joueurs sont déjà de l'autre côté. Nos extérieurs sont déjà de l'autre côté. Donc ça, c'est une problématique. Et souvent, on prend un panier, du coup, dessus. Ils ont loupé le panier, on a bien défendu, et au lieu de récupérer le ballon tombe dans les mains d'un joueur adverse, et ils remettent dedans. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est un très très gros problème. Et, du coup, la double problématique, c'est qu'aussi, effectivement, je trouve, dans le replacement sur les défenses extérieures, il y a de sérieux soucis. On laisse beaucoup trop de shoots à 3 points de la part des équipes adverses. En tout cas, il y en a beaucoup trop qui sont libres. Donc j'ai l'impression qu'il y a une certaine suffisance, en fait, face au jeu small ball. On a un jeu équilibré, qui varie. Je trouve que Rudy Gobert, c'est génial ce qu'il fait en équipe de France, parce qu'on lui donne les ballons à l'intérieur. On voit, d'ailleurs, il a même shooté à 3 points pendant cette préparation, ce qui est assez incroyable. Donc il reçoit les ballons, donc ça c'est très chouette. On a un vrai mélange entre jeu à l'intérieur, jeu à l'extérieur, avec des gars comme Evan Fournier ou Nicolas Batum, qui est clairement capable de shooter aussi à 3 points. Ou Nando De Colo. Donc globalement, une très chouette équipe. Et puis on a sur le banc des joueurs qui font vraiment le boulot. Quand je vois Mustapha Fall, c'est un vrai plaisir à voir en post-up. Sylvain Francisco, c'est un joueur flashy, très chouette à voir aussi. Donc globalement, je trouve que l'équipe de France a trouvé son équilibre. Alors il y a un caillou dans la chaussure, c'est le match face à l'Australie, mais je dirais que ce serait plutôt la fin de match, parce que début de match, il le domine. Donc ce serait la fin de match contre l'Australie. Voilà, je pense que si on règle les problématiques, derrière, il n'y a pas de raison que la France ne finisse pas dans le top 4 de la compétition. Par contre, moi je les vois pas tout de suite régler cette problématique de rebond offensif. Je les vois perdre face au Canada pour ces raisons-là, et donc finir deuxième de la poule, et puis derrière,
étaler tout le talent collectif qu'a l'équipe de France pour aller dans un Final Four. Et donc pour moi, grande surprise, et oui, je les vois deuxième. Donc, petit récap, numéro 1, Canada. Numéro 2, France. Numéro 3, Lettonie. Et numéro 4, Liban. Alors bien sûr, on va continuer à suivre cette Coupe du Monde. Voilà, c'était qu'une phase préparatoire qu'on a faite là. Le but est de suivre cette Coupe du Monde et donc on va la suivre sur la chaîne et tous les 2-3 jours, on va essayer de faire des analyses sur ce qui s'est passé, les joueurs qui ont été surprenants, les équipes qui ont été surprenantes, celles qui ont déçu. On va comparer aussi aux différentes analyses que j'ai faites pour voir si ça correspond finalement à ce que j'avais prévu. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de commenter, de liker et d'activer la cloche de notification, c'est hyper important pour moi. Et je n'ai qu'une chose à vous dire. Let's go!